morning, everyone. Bonjour à tous et à tous. Le silence qui est descendu sur cette salle témoigne de l'attente qui entoure ce débat, compte tenu du contexte au Proche-Orient. Alors, nous avons la grande chance d'avoir avec nous deux orateurs de premier plan, ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert et ancien ministre palestinien des Affaires étrangères Nasser Al-Qudwa. Alors, j'allais commencer par vous demander de nous faire un commentaire sur le cessez-le-feu. Et puis, eh bien, hier soir, les choses se sont dramatiquement dégradées à Gaza. Donc, je vais changer ma question. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est produit hier est le début d'une nouvelle guerre? Quelle est votre évaluation de la fragilité et de la délicatesse de la situation? Monsieur Olmert, vous avez la parole. Ça marche? Bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci. Je suis enchantée avec mon partenaire, le docteur Qudwa, d'être ici avec vous aujourd'hui. Je soupçonne que le camp israélien et le camp palestinien, le camp Hamas, pour être tout à fait clair, ne sont pas très empressés de maintenir le cessez-le-feu, comme cela a été dit, comme cela a été convenu, comme dans les termes où il a été signé. Dans certaines factions au sein d'Israël, certains soupçonnent que le Premier ministre a été contraint, un peu contre son gré, de signer ce cessez-le-feu. Et que s'il avait eu la possibilité de poursuivre les offensives, eh bien, il n'aurait pas hésité à le faire. Et d'une certaine manière, Hamas lui a un peu forcé la main. Le Hamas, qui par ailleurs n'est pas non plus très enchanté de ce cessez-le-feu, puisque l'une des issues possibles de ce cessez-le-feu serait, eh bien, un désarmement du Hamas. Dans les termes du cessez-le-feu, le Hamas aurait perdu toute son influence sur l'ensemble de Gaza, ce dont le Hamas n'est bien entendu pas ravi. Donc, encore une fois, les deux camps ne sont pas enchantés par les termes de ce cessez-le-feu. Le seul moyen de maintenir un cessez-le-feu, et c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel, eh bien, c'est que nous devons garder en tête que ce qui a été signé à Sharm el-Sheikh, ce qui avait été annoncé, et d'ailleurs on le retrouve dans le titre du document tel qu'il a été signé, est la chose suivante: un accord complet pour mettre fin à la guerre à Gaza. Il ne s'agit pas d'un traité de paix, il ne s'agit pas du début de la paix, il ne s'agit pas de la base, des fondements de la paix, il s'agit de la première étape en vue de mettre fin aux hostilités dans l'objectif de, peut-être, si besoin est, lancer une autre phase, avec une autre phase de façon à mettre en place un dialogue entre Israël et les Palestiniens. Il incombe donc d'abord et en premier lieu aux Américains, en tant que sponsors et en tant que le pays qui s'est arrogé le privilège de présider à tout cela, de mettre fin à la guerre. Ils ont maintenant établi une position commune en Israël pour superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu. Et j'espère vivement qu'ils vont faire un bon travail. J'espère qu'ils n'hésiteront pas à faire preuve d'agressivité politique pour veiller à ce que les deux camps maintiennent le cessez-le-feu au lieu de s'efforcer de le violer. Docteur Al-Qudwa, des réactions aux événements d'hier. Merci, bonjour à tous, merci pour le Paris Peace Forum, merci à tous celles et ceux d'entre vous qui êtes ici avec vous. Je sais que quelquefois, ça n'est pas simple. Le vice-président des États-Unis, hier, a affirmé que le cessez-le-feu était encore en vigueur. Toutefois, 50 Palestiniens ont perdu la vie. Alors, on pourrait dire qu'il s'agit là de dommages collatéraux. Mais
Ça vous brise le cœur de voir autant de morts. Et maintenant, on doit tourner la page, on doit avancer. Pour paraphraser quelqu'un que a dit un type un jour à propos du processus de paix au Proche-Orient, je ne suis pas un fan de cet individu en particulier, mais je crois qu'il était dans le vrai. Il disait que le processus de paix du Proche-Orient, c'est un peu comme une vieille voiture. Et c'est une voiture qui n'a pas de frein et qui est en train de monter, monter, monter une pente. Et tant qu'elle monte, tout va bien, mais dès qu'elle s'arrête, ça va glisser en arrière. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Le moment où on s'arrête, les choses vont dégénérer. On ne doit pas cesser. On doit continuer d'avoir une phase 2, d'avoir une phase 2 qui sera mise en œuvre de manière appropriée. Alors, de manière très honnête, j'ai peu d'espoir là. La situation est assez problématique, mais je ne perds pas espoir. Je pense que si nous continuons à nous parler, si nous unifions nos positions, si nous résolvons un certain nombre de points, je pense que nous avons quelques chances d'y arriver. Monsieur Olmert, vous avez parlé de l'accord de Sharm el-Sheikh comme un processus progressif, sachant que la première phase est quasiment terminée. Est-ce que vous avez espoir de voir la deuxième phase commencer? Et la deuxième phase, c'est bien entendu le désarmement du Hamas. Ah, le désarmement du Hamas, ce n'est que le début. La première phase consiste à mettre fin à la guerre. Et pour que la guerre prenne fin, il faut que le Hamas soit désarmé. Le Hamas est une organisation terroriste. Si une organisation telle que le Hamas a ne serait-ce que le potentiel de contribuer aux hostilités, et il le fera, les hostilités reprendront. Donc le désarmement du Hamas doit être mis sur papier. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Le Hamas a été quasiment éradiqué après 2 ans de combat. Une guerre extrêmement agressive entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre est impardonnable et inoubliable. Et c'est quelque chose qui restera. C'est quelque chose que nous ne pourrons jamais oublier. Les traumatismes qu'ont connus Israël suite à cette attaque sont inoubliables. La guerre a duré 2 ans. Dans le cadre de la contre-offensive, tout ce qui pouvait être infligé à une force telle que le Hamas par des forces militaires a été commis. Les villes, les positions de commandement ont été éliminées. Les villes ont été, les quartiers ont été éliminés, les armes ont été éliminées. Et donc, Hamas n'est maintenant plus que l'ombre de ce qu'elle était au moment où tout cela a débuté. Alors, comment désarmer le Hamas? Moi, je ne suis pas un militaire, je ne suis pas absolument sûre de pouvoir répondre à cette question, mais je sais qu'il y a certainement quelqu'un qui pourrait vous répondre. Est-ce que ça signifie que l'on doit trouver la moindre arme qui est cachée à Gaza, que jusqu'à ce que l'ensemble des armes qui sont dissimulées n'ont pas été retrouvées, le désarmement ne sera pas effectif? Je ne sais pas. Mais je suis convaincue que le Hamas est dans une situation extrêmement précaire. Et lorsque une force militaire intérimaire sera en place, lorsque des factions plus modérées seront en place, peut-être le jour où des Européens seront sur place, ce jour-là, il sera possible de faire en sorte que le Hamas ne sera plus en mesure d'intervenir militairement. Donc moi, ce qui m'inquiète maintenant, c'est quelque chose qui est fondé sur ce que j'ai entendu non seulement de la bouche du docteur Al-Ghouda, nous parlons beaucoup l'un et l'autre, mais ce dont je suis convaincue, c'est que l'on doit résoudre le cadre, la situation à Gaza, et ce, afin de permettre aux 2 millions de personnes qui ont vu leurs murs, leurs maisons, leurs foyers détruits. On doit leur permettre de se réinstaller. On doit
faire en sorte qu'un nouveau gouvernement soit en place, un gouvernement qui soit en mesure de gérer Gaza, et c'est un gouvernement qui doit être palestinien. Je suis sûr que mon voisin sera d'accord avec moi. Gaza fait partie de la Palestine, ça ne fait pas partie d'Israël. Lorsque j'étais vice-premier ministre avec le Premier ministre Sharon, nous avons détruit et nous avons retiré l'ensemble des implantations qui étaient proches de Gaza parce que nous pensions qu'il était indispensable de faire en sorte que Gaza soit palestinienne, que Gaza reste palestinienne et qu'un gouvernement palestinien doit, au bout du compte, faire partie, son existence doit faire partie de tout accord qui serait conclu avec Israël. Notre objectif, ce qui nous tient à cœur, c'est comment faire en sorte que ce que nous avons réussi à obtenir récemment, quelque chose dont nous pouvons nous féliciter et dont le président Trump devrait se féliciter, quelque chose qu'il a contraint Israël à accepter. Et nous devons faire un pas en arrière et veiller à ce que cet accord qui a été conclu ne soit que une partie d'un programme plus ambitieux, plus large, à savoir la création d'une solution à deux États. S'il n'y a pas de débat entre l'Israël et l'autorité palestinienne sur une solution complète, le cessez-le-feu va durer 6 mois, un an et demi avant d'être rompu. Nous avons besoin d'avoir une solution et nous avons besoin d'avoir un espoir politique pour l'existence d'un État. Vous avez dit, docteur Al-Koudoua, dans votre première intervention, que vous n'étiez pas convaincu par le réalisme de la deuxième phase. Alors, quelle autorité pourrait intervenir ou voir le jour à Gaza? Je pense que l'idée que Hamas puisse être désarmé par une force internationale est illusoire. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un accord à cet égard. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le problème, c'est que le Hamas entend des échos différents d'un côté et de l'autre. Et nous devons avoir un message unique. Voilà ce que je pense. Dire que le Hamas ne fera pas partie de la gouvernance de Gaza, ça ne suffit pas. Le Hamas doit comprendre que nous sommes entrés dans une nouvelle ère et doit s'engager à renoncer à tout contrôle sur Gaza sous toutes ses formes, que ce soit politique, réel ou militaire. Et pour ce faire, il doit renoncer à être armé. Bien entendu, comme l'a dit mon voisin, il est évident que nous n'allons pas faire du porte-à-porte pour trouver chaque pistolet. Mais nous devons mettre fin à la création d'armes, à la distribution d'armes. Ce sont des choses que nous pouvons faire. Et en échange, nous devons ouvrir ou garder la porte ouverte pour que des éléments du Hamas puissent participer à la vie politique conformément au droit palestinien qui en précisera les conditions. Et ce sera quelque chose qui nous reviendra à ce que disait mon voisin, M. Olmert. Alors, le quartet est terminé, le quartet est mort. Bon, on doit maintenant trouver une nouvelle solution de façon à ce que les populations puissent vivre en paix. Je pense que si toutes ces conditions sont réunies, je crois que l'on peut obtenir un accord politique de façon à veiller à ce que le Hamas désarme. Mais l'idée de dire au Hamas « rendez vos armes, déposez les armes et partez », c'est complètement illusoire. On ne peut résoudre le problème que de manière cohérente, de cette manière. Deuxième problème, ce que disait Ehud Olmert, la gouvernance. Le plan en 20 points initial, sous l'égide du président Trump, prévoyait un rôle peut-être de supervision. Bien entendu, les donateurs ont le droit de savoir où va leur argent et veiller à ce que l'argent soit dépensé d'une certaine manière. Mais bien, ça, ce n'est pas un problème. Mais il faut aussi la question d'avoir un espèce de conseil d'administration à Gaza. Ça n'a aucun sens.
Peut-être on peut imaginer un système, un régime qui permette une supervision, un contrôle, etc., mais pas de gouvernance. C'est illusoire, ça ne se fera pas. On a besoin de veiller à ce que Gaza est géré, gouverné par des Palestiniens. Il faut faire preuve d'innovation. On doit avoir un organisme palestinien qui est lié de manière organique avec l'autorité palestinienne sans pour autant dire c'est le gouvernement, etc. Pourquoi? Pour veiller une séparation entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. On doit veiller à ce que l'intégrité et l'unité du peuple, la population et du territoire soient respectées. Pour finir, l'idée d'une force internationale. Bon. Dans notre document que nous avons proposé, nous avons parlé d'une présence de sécurité arabe. Moi, il me semble que c'est une possibilité qui nous semble plus viable. Alors, il y a un autre génie qui est intervenu pour nous dire « Ah non, non, il faut une intervention internationale ». Et maintenant, nous sommes coincés au Conseil de sécurité. C'est extrêmement difficile à réaliser. Le seul problème, c'est que nous devons veiller à ce qu'il y ait également des forces de sécurité palestiniennes, peut-être 15 000, 20 000. Je sais que c'est tout à fait faisable pour coopérer et coordonner les forces internationales, à condition que tout le monde soit d'accord sur le fait que cette force n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Son seul rôle est de stabiliser la situation et d'appuyer les forces internationales. Merci. Monsieur Olmert, est-il possible d'avancer avec M. Netanyahou au pouvoir? Lorsque on pose des questions, quelquefois, les gens ne s'attendent pas à la réponse. Quelquefois, on pose une question. Donc, quelquefois, quand quelqu'un pose une question, il sait exactement à quoi s'attendre. Oui, c'est vrai, dit le modérateur. Ça fait plusieurs années que je travaille ici, y compris pour veiller à ce que personne ne se méprenne sur mon opinion du Premier ministre d'Israël. Je crois que tout le monde est fixé sur le sujet. Malheureusement, et c'est avec grand regret que je le dis, le gouvernement israélien aujourd'hui et le Premier ministre d'Israël se sont emparés d'une philosophie, essayent de promouvoir une philosophie messianique du rôle que devrait jouer Israël. Israël a rétabli, a remis en place l'ensemble des implantations que moi-même et mon Premier ministre avons passé énormément de temps et d'énergie à démanteler il y a de cela 20 ans. De plus en plus, il s'emploie également à se débarrasser des populations palestiniennes, revendiquant l'ensemble de ce territoire comme une extension du territoire israélien. Et quelque chose qui me tient terriblement à cœur, c'est que tout le monde comprenne bien que la politique et la rhétorique de certains ministres au sein du cabinet israélien, Netanyahou, premier chef d'entre eux, mais également Ben Gvir et Smotrich, des noms qui sont connus aux quatre coins de la terre, ne représentent pas la majorité de la population israélienne. La majorité de la population israélienne est à l'heure actuelle hostile à ce gouvernement, hostile à ces mesures, et nous espérons que lors des prochaines élections, ils s'exprimeront sur ce sujet au plus tard au prochain mois d'octobre et qu'ils feront le choix de remplacer ce gouvernement par un autre gouvernement. Alors, je ne sais pas qui sera le prochain gouvernement, je ne sais pas qui sera le prochain concurrent le plus réaliste contre Netanyahou. Les choses seront différentes, cela n'a aucun doute. Mais nous reviendrons à un état de normalité, nous reviendrons à un état d'équilibre. Nous allons renoncer à cette ambition messianique, à cette agressivité. Et nous ne
mettrons pas nos ambitions messianiques au service d'actions militaires, ambitions messianiques qui ne sont représentées que par une faction minime de la population israélienne. Or, nous nous dirigeons dans cette direction. Ce que nous voyons en Israël aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait unique, extraordinaire. Pendant plus de 2 ans, pendant chaque jour, des dizaines de milliers de personnes, parfois des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue, ont manifesté, ont protesté, se sont battues afin de sauvegarder l'âme, les principes et l'existence de la population d'Israël. Et c'est ce pourquoi nous allons lutter, c'est ce pourquoi nous allons nous mobiliser pour que, lors des prochaines élections et dans les mois à venir, nous retrouvions une véritable représentation de ce qu'est la société d'Israël. Et j'espère que la prochaine fois que je suis invitée à ce forum, je pourrai me tourner vers mon partenaire, le docteur Al-Koudoua, et que nous pourrons nous féliciter de l'existence, de la nouvelle existence d'un nouveau dialogue. Merci beaucoup. Oui, donc je vous poserai la même question. Que se passe-t-il du côté palestinien? Dans sa lettre à Emmanuel Macron et au prince MBS, Mahmoud Abbas a promis qu'il y aurait des élections en un an. Mais quelle est la réalité sur le terrain? Vous avez mentionné que vous avez réintégré Fatah après un certain temps en tant que dissident. Je ne sais pas si c'est le bon mot. En fait, je n'ai jamais quitté Fatah. Même s'il y avait des décisions qui étaient prises par certains groupes d'individus, et donc là, mon adhésion, ma carte de membre au comité central de Fatah a été réinstituée. Je pense que ce qui s'applique au côté israélien s'applique aussi aux Palestiniens. Peu importe la situation actuelle, même si celle-ci est très grave, nous avons un président qui est nonagénaire. C'est normal qu'il devrait y avoir un changement. Il faut des changements structurels pour que l'autorité puisse jouer un rôle beaucoup plus effectif sur l'arène internationale. Est-ce que nous allons voir des élections d'ici un an? Je ne pense pas. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que la promesse initiale était de tenir des élections avant la fin de cette année. Mais après, c'est devenu... La date a été repoussée à 1 an après la cessation des hostilités. Ça ne dépend pas juste de la volonté du président Abbas. Nous avons 2 millions de personnes déplacées à Gaza et il faut jeter les fondements, les bases d'une certaine normalité avant de pouvoir encourager la population à se rendre aux urnes. Ce que je proposerai à la France, au consul général que j'ai rencontré à Ramallah, c'est de dire, c'est qu'ils disent qu'il extendrait cette période des grâces d'1 an, mais en échange de quelques concessions. Par exemple, nous voulons utiliser une partie de vos forces de sécurité et nous ne voulons pas qu'il présente sa candidature, encore une fois, après la fin de ces 3 ans. On pourrait avoir des élections précoces, des élections d'urgence, mais s'il faut attendre
après les élections, il faut qu'on soit sûr que les choses seront résolues de manière sérieuse et pondérée et que ce n'est pas juste des paroles vides. Dernière question. Comment est-ce que vous réconciliez ce cadre de solution à deux États avec le plan actuel de Sharm el-Sheikh et le plan qui est en train d'être mis en œuvre actuellement? Je ne veux pas être arrogant, mais c'était écrit dans la déclaration qu'on avait faite, c'est que la décision politique est fondée sur ce que j'avais proposé à Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, en 2008-2009, quand il était Premier ministre. À l'époque, c'était un plan de paix exhaustif avec 67 frontières, avec très peu d'annexation de territoire. Et avec Jérusalem qui ne serait ni sous contrôle des Israéliens, ni sous contrôle pur des Arabes, mais qui serait partagé avec un certain mandat onusien. Nous n'avons pas attendu les accords de Sharm el-Sheikh pour élaborer un plan de paix. Je suis content qu'ils avancent dans la bonne direction. Les Européens parlent explicitement de solutions à des États, que ce soit Starmer en Angleterre ou Macron en France. Donc ce que je souhaite, c'est que le début qui fut annoncé à Sharm el-Sheikh va suivre ce que j'avais proposé moi-même, c'est-à-dire créer une solution pérenne à deux États pour ce conflit historique. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la population est prête à accueillir positivement ce plan? Bien sûr, les deux pays souffrent de traumas immenses depuis octobre et depuis les offensives atroces à Gaza. Cela est complètement sûr et certain. Il n'y a aucune alternative, aucune autre issue. Il n'y a qu'une seule solution qui pourra réparer toutes les blessures, le sang, les morts, la violence qui ont ravagé les deux pays depuis bien des années. Et cette solution, c'est la solution à deux États. Et je pense que, avec l'aide de la communauté internationale, les Israéliens et les Palestiniens pourront entamer un dialogue qui va apporter une nouvelle lueur d'espoir pour tout le monde au Moyen-Orient. Dernier mot à vous. Comme M. Olmert l'a dit, il n'y a aucune autre alternative, aucune autre solution. Ce que nous proposons reste très valide. Mais nous avons des problèmes au niveau local qui demandent un travail approfondi. Et je pense qu'avec la cessation des hostilités, il y aura une transformation dans les communautés des deux côtés. Donc, il n'y a aucune autre alternative, c'est très important. Mais deuxième chose, ce plan en 20 points doit nous conduire vers une solution
à long terme, à 2 États, parce qu'il n'y a aucune autre solution viable. Merci beaucoup. Merci d'être beaucoup partagé ces débats importants à un moment qui est si important pour la région.